de faire ces informations ici pour que tout le monde ait les armes, pour que tout le monde se batte, parce que n'oublions pas que si Monsanto a besoin de nous, nous on n'a pas besoin de Monsanto, et ça c'est un rapport de force qu'il ne faut pas négliger. Merci pour vos propos, c'était absolument passionnant. J'ai une question, moi, que je me pose depuis longtemps, à propos de tous ces nouveaux fruits, tous ces nouveaux légumes que nous invente, par exemple, l'INRA. S'agit-il d'OGM ou pas d'OGM? Pourquoi ne parle-t-on jamais d'OGM à propos de ces nouvelles choses qui n'ont pas été produites par la nature? Certaines, c'est uniquement des croisements qu'ils font, etc., entre espèces qui sont proches et qui sont interfécondables. Donc c'est, disons, des choses qu'un paysan aurait pu faire, sauf qu'ils le font beaucoup plus vite. Et que quand ils font des hybrides, vous avez remarqué que le terme hybride, aujourd'hui on pense à semencier, alors que ceux qui ont toujours fait des hybrides sont les paysans. C'est-à-dire qu'ils repéraient une plante d'un intérêt agronomique donné, une autre plante de la même espèce d'un autre intérêt agronomique, ils se disaient qu'il faudrait bien que ces deux plantes se croisent. Et donc, du coup, ils organisaient un speed dating et puis les deux plantes se croisaient le soir. Et voilà, ça, c'est ce qu'ont toujours fait les paysans. Hein. Sauf que c'était du vrai brassage génétique, c'était des vrais hybrides. Ce que font les semenciers, ils font des hybrides, mais à partir de deux plantes qui ont été appauvries génétiquement. Et le fait de les croiser leur redonne ce qu'on appelle une vigueur juvénile, qui va vous donner une super plante à la première génération. Mais à la deuxième, vous récupérez les caractéristiques des grands-parents qui sont appauvris génétiquement et vous n'avez plus de rendement. C'était le premier moyen de rendre les paysans dépendants des semenciers. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, il y a effectivement des OGM qui sont faits, mais qui font partie des OGM cachés, c'est-à-dire qui ne sont pas considérés comme des OGM sur le plan juridique. Par exemple, les choux. Vous n'avez quasiment aucun chou, sauf les vieilles semences anciennes, qui est un vrai chou. Aujourd'hui, c'est de la fusion cellulaire avec du radis. Pourquoi? Parce que vous savez, le chou, c'est comme le maïs. Il a des fleurs mâles et des fleurs femelles. Et il peut, alors je ne sais plus si elles sont sur le même pied ou si c'est des pieds différents, mais en tout cas, il peut se croiser, on peut avoir une sorte d'auto-fécondation. Pour éviter ça chez le maïs, c'est facile, on le castre. Castrer le maïs, ça veut dire enlever la fleur mâle qui est au sommet de l'épi, les fleurs femelles étant en dessous. Et donc là, du coup, on va le croiser avec le maïs que l'on veut pour contrôler les croisements et pour éviter de faire certains autocroisements. Avec le chou, on ne peut pas faire ça parce que pour aller enlever les fleurs, il faut y aller avec une pince à épiler. Et donc, dans ce cas-là, on essaie de croiser, quand on veut rendre une plante, empêcher de s'auto-féconder, on la rend stérile. Pour la rendre stérile, il existe chez certaines plantes des variétés naturelles qui sont mal stériles, c'est-à-dire que les fleurs ne sont pas fécondes, les fleurs mâles. Et donc, il suffit d'avoir cette plante mal stérile et on empêche le croisement, donc très bien. Mais on n'a pas d'exemple de mal stérile chez les choux, mais on a des exemples de mal stérile chez les radis. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? Il se trouve que le gène de stérilité mâle du radis n'est pas dans le noyau, mais il est dans les mitochondries, les fameuses petites structures qui sont transmises par la cellule maternelle. Eh bien, on a pris un radis, on a enlevé son noyau pour enlever les chromosomes du radis, et on a mis un noyau de chou pour mettre les chromosomes de chou. Mais on a gardé la cellule de radis qui apporte la stérilité mâle. Et du coup, on a des choux mal stériles. Donc, tous les choux qu'on va chercher, y compris en bio, la plupart, sont des choux de fusion cellulaire avec du radis. D'accord? Et ça, c'est considéré comme un OGM sur le plan technique, mais pas sur le plan juridique. Et donc, c'est beaucoup de plantes comme ça, malheureusement. Ah oui? Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que change la nouvelle technique CRISPR-Cas9? CRISPR-Cas9. Ouais. Alors, j'ai une conférence aussi là-dessus, mais je ne vais pas la faire maintenant. Mais alors, ces nouvelles techniques, on nous dit, vous savez, la transgénèse, on met un gène étranger, mais on ne sait pas où il va. Nous, ça fait longtemps qu'on dénonce ça, mais on nous dit, c'est pas grave. Maintenant, on dit, ah oui, mais attention, maintenant, on va pouvoir, avec les nouvelles techniques, mettre un gène étranger à l'endroit où on a choisi. Et avec la mutagénèse, qui est la technique qu'on utilise pour faire le colza et le tournesol, qui sont des OGM cachés, on fait des mutations avec des agents chimiques. Et ces mutations, c'est-à-dire ces changements de lettres dans le génome, on ne sait pas où elles se font. C'est de la mutagénèse aléatoire. Eh bien, on nous dit, avec la nouvelle technique CRISPR-Cas9, on va faire de la transgénèse non plus aléatoire, mais ciblée, et on va faire de la mutagénèse non plus aléatoire, mais dirigée.
C'est-à-dire qu'on va faire les mutations là où on a choisi de les faire, et on va mettre des gènes étrangers là où on a choisi de les faire. Et donc, comme c'est très précis, ce ne sera pas la peine de le considérer comme un OGM. Alors aujourd'hui, la bagarre juridique, qui est une bagarre juridique, se joue maintenant. En même temps que, que la Cour de justice européenne a statué sur les OGM cachés suite à l'appel de Poitiers, qui a saisi le Conseil d'État en France, elle a statué sur les nouveaux OGM. Elle est en train de statuer sur les nouveaux OGM. Bien sûr, tous les semenciers et tout disent les produits des nouvelles techniques ne doivent pas être considérés comme des OGM parce que c'est tellement précis qu'il n'y a plus besoin, il n'y a plus de problème. Premièrement, ce n'est pas précis du tout, puisqu'il y a une étude qui vient d'être publiée qui montre que sur des souris, ils ont utilisé CRISPR-Cas9 pour aller inactiver un gène et ils ont repéré plus de 1500 mutations qui se sont produites de manière aléatoire. Donc ça, c'est le premièrement. Deuxièmement, on nous dit, parce que c'est précis, quand bien même ce le serait, c'est pas la peine d'évaluer. Mais il n'y a pas que le problème de l'endroit où on va manipuler. La précision, admettons qu'elle existe vraiment, cette précision, elle est moléculaire. Mais à l'échelle de l'organisme entier, et qui plus est replacé dans son environnement, on ne maîtrise absolument rien des conséquences. Que l'endroit où on a fait la modification soit connu ou pas, on ne maîtrise rien des conséquences. Donc c'est une vision totalement simpliste et obsolète du vivant, donc sur laquelle repose cette théorie selon laquelle il n'y aurait pas de problème avec ces nouvelles technologies. Donc là, il y a une grosse bagarre qui se joue maintenant, parce que si ces nouvelles techniques sont acceptées comme ne conduisant pas à des OGM, c'est la généralisation des OGM cachés. Voilà. Alors on arrive à l'heure fatidique puisqu'il y a une conférence qui suit. Pour le bouquin et le dédicacer pour ceux qui veulent l'acheter, peut-être qu'on peut s'installer à côté. De façon comme ça, on pourra laisser la salle disponible pour la prochaine conférence, donc qui est avec Yves Boissière et Stéphane, ça y est, j'ai oublié Stéphane Dinard, voilà. Et qui porte donc sur vos vaches, cochons, canards, de l'élevage à l'assiette. En tous les cas, merci à Christian Bello de sa conférence magistrale.